Bonjour, bienvenue sur republic-it.fr. Aujourd'hui, nous recevons donc Simon Clavier. Bonjour Simon. Bonjour. Et Florian Caringi. Bonjour Florian. Bonjour. Donc vous êtes respectivement président et vice-président d'une association qui s'appelle TOSIT, The Open Source I Trust. Alors, première question, c'est quoi le TOSIT ? Alors, le TOSIT, c'est une association loi 1901 qui est née en 2017. Elle regroupe des grandes organisations. On est maintenant 23, on a commencé à 6. Donc SNCF par exemple, BPCE, mais aussi Pôle emploi. Alors il y a de tout, il y a du privé et il y a du public. Donc dans le privé, voilà, j'en ai cité quelques-unes. Dans le public, moins connu, Renater, ministère des Armées, ministère des Finances, voilà. Ce qu'on essaye de faire, c'est de progresser ensemble dans l'appropriation et la mise en œuvre de l'open source dans nos grandes organisations et on s'entraide pour ça. Très bien. Alors, justement, l'open source, bon, c'est quelque chose qui a 30, 40 ans maintenant en tant que mouvement. Alors, pourquoi avoir créé une association plutôt que, ma foi, une simple communauté informelle ou une fondation ou autre chose ? Alors ça s'explique, c'est une question de maturité en fait. Quand j'ai commencé, je prends mon exemple à la SNCF, c'était vers 2013-2014 avec la responsabilité de promouvoir l'open source à la base. Il y avait assez peu de choses en fait qui existent, évidemment il y a les fondations, etc. Mais pour une entreprise comme SSN, c'est vraiment très loin en fait, par rapport à ce qu'on fait à l'époque déjà au jour le jour. Et donc il y a déjà des cercles de discussion pour parler spécifiquement d'open source, je pense au SIGREF, au CRIP, à l'IMA, mais souvent ce sont des REX où on va par exemple entendre qu'il y a une mise en œuvre qui s'est très bien passée chez EDF, mais on reste un peu sur sa faim, on n'arrive pas dans le creux parce qu'on a besoin de mettre en œuvre techniquement, de savoir mais vraiment comment vous avez fait. Et de fil en aiguille, un petit collectif comme ça qui souhaitait aller plus loin a fini par avoir la volonté de dire mais il faut formaliser ça et ça a donné l'essence donc, à l'association de manière formelle, notamment grâce à l'appui des responsables de sécurité à un moment où la faille Heartbleed était sortie et où il y a eu cette prise de conscience qu'on utilisait de l'open source mais sans vraiment trop la maîtriser et qu'il fallait progresser. Et donc c'est les RSSI qui ont formaliser la création de TOSIT et de fil en aiguille, elle est devenue ce qu'on va raconter plus tard. Alors, évidemment, donc une association, son objectif, c'est de faire des choses, c'est ce que vous avez dit, mais alors concrètement, en termes d'action, en termes de produits, vous faites quoi ? Alors, finalement, le TOSIT, c'est qu'on peut voir dans les associations, enfin dans l'open source de manière générale, dans les projets, il y a des communautés très grosses. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des communautés rapprochées. C'est-à-dire qu'au sein de ces gros projets open source, on peut déjà se rapprocher. Donc ça nous permet déjà d'échanger autour de bonnes pratiques et de consommation d'open source existants, de support, hyper important parce qu'il y a beaucoup de DSI qui ont peur des fois de l'open source parce qu'en fait, on leur dit « Ah, mais tu n'auras pas de support, comment tu vas gérer ton 24/7 pour les SLA, etc. » Alors qu'il y a du support. Déjà, on peut s'appuyer beaucoup sur les communautés qui finalement sont un des meilleurs supports, mais aussi des entreprises, des organisations qui existent déjà. Et on peut partager, parce que la SNCF, par exemple, avait lancé des grands appels d'offres, l'Orange aussi. Et donc nous, ça nous permet, des entreprises avec moins de maturité, d'avoir ces retours d'expérience-là. Et il y a le fait aussi de travailler autour de projets. Notamment, pour le citer, au moment où Cloudera rachète Hortonworks, qui était vraiment la solution, ce qu'on avait sur le marché de big data open source avec du paiement de support, c'est poser la question pour certaines organisations au sein du TOSIT de dire en fait, moi j'ai besoin de trouver une solution, j'en vois pas sur le marché, est-ce qu'on se mettrait pas ensemble pour co-construire des choses sur finalement des briques qui étaient déjà open source, sauf qu'il fallait mettre la glue entre ces briques-là, ce qu'apportait Horton. Et donc typiquement EDF et la DGFiP, puis ils ont lancé le projet TDP qui est devenu TOSIT Data Platform, puis Trunk Data Platform pour être un projet open source, mais porté par des membres du TOSIT, mais utilisé par d'autres membres, enfin par des membres du TOSIT, mais aussi à l'extérieur. Oui, donc c'est open source. Exactement, c'est open source. L'objectif, c'est vraiment on co-développe des choses ensemble, mais par contre, on arrive à être en proximité, à mettre des développeurs ensemble. Et ça, je trouve que ça nous donne une organisation, un ensemble pour le faire. Alors, concrètement, l'open source est très présente dans tout ce qui est infrastructure, et ça depuis très longtemps. Aujourd'hui, la quasi-totalité des systèmes d'information fonctionnent sous Linux, par exemple. Mais par contre, le problème, il est plus au niveau du front, du côté de l'utilisateur final, où là, on a du Microsoft, on a de l'Oracle, on a des choses comme ça. Donc, comment on fait, lorsqu'on s'appelle TOSIT, pour faire en sorte que l'open source monte un petit peu dans les piles ? Je pense que le premier lieu, ça va être typiquement d'aller faire un peu des cahiers des charges. On a parlé un peu, ça s'est entendu, mais il y a un sujet Atlassian par exemple,
Confluence pour les pages finalement de documentation, Jira pour le ticketing. C'est vrai que c'est des produits qui sont hyper interconnectés, avec des web UI clientes direct visuelles, prises en main facile, partagées entre plusieurs entreprises. Bah là finalement de se dire, on a un changement dans le modèle économique de l'éditeur qui fait qu'il y a certaines organisations qui sont obligées de se poser des questions, même au niveau du progiciel en lui-même, parce que peut-être partir sur du SaaS, etc. On a des ministères qui ne peuvent pas se permettre d'avoir aussi de l'information qui sorte finalement de leur cloud privé. Et bah là, ça a été de se dire, on fait des cahiers des charges pour identifier les endroits où on a besoin, où c'est crucial. On trouve finalement une alternative autour de la page documentation, de l'alternative autour du ticketing, et c'est comment on fait cette interopérabilité, ce que fait très bien les éditeurs. Et finalement, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, autour de Kubernetes, autour d'autres choses, autour même des moteurs, des moteurs SQL comme Trino et autres, de Spark. On peut aussi co-développer des petites choses qui vont pouvoir être fournies aux autres. La gestion de la web UI Spark, la gestion par exemple d'avoir un front-end utilisateur SQL, c'est des petites choses mais qui font que derrière on arrive à mieux consommer l'open source. Ça c'est un vrai sujet, on a les fondations de l'open source qui sont là, mais très souvent on va se retrouver, typiquement on va faire du Kubernetes, on va se retrouver avec Red Hat parce qu'ils ont de l'OpenShift, on veut faire du Linux, on va se retrouver avec Red Hat. Des fois aussi par habitude pour les DSI, plus simple, support et SLA, et parce que j'ai pas besoin de me focus sur le développement de ça et c'est end-user. Donc nous, c'est comment on arrive à faire que, on a beaucoup de briques, mais comment on arrive à l'amener un peu en end-user pour les autres, sachant qu'on partage des retours d'expérience de tout le monde. Chacun avance. Alors, donc ça veut dire monter des projets. Qui dit monter des projets dit de la gouvernance. En gros, il faut que quelqu'un qui décide, ah bah oui, on va faire ça, et quelqu'un qui dise, ah bah oui, ok, je veux bien le payer. Alors, comment ça marche ? Ouais. Je peux peut-être revenir juste un point sur la question précédente, oui. Pour compléter. C'est-à-dire que pourquoi finalement il y a assez peu de logiciels open source qui sont orientés pour l'utilisateur final. Je reviens juste un mot parce que par rapport à ce qui a été dit, il y a des choses qui existent. En fait. Il y a deux biais en fait. Il y a des choses qui existent mais qui sont trop confidentielles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas à l'échelle. Alors du coup, c'est aussi notre rôle en tant que TOSIT, par le bouche à oreille, de faire connaître en disant mais moi j'ai testé ça, ça marche bien, vous entendez dire qu'il n'y a rien d'autre, mais en fait il existe des choses, c'est ça, c'est vraiment le truc important. Et le deuxième, c'est que tout ce qui est près de l'utilisateur final, c'est à haut risque en fait, en termes de transformation. Et donc ça sera, de mon point de vue en tout cas, s'il y a quelque chose où je dois faire une transformation, ce sera vraiment en dernier sur quelque chose qui sera ultra robuste. Parce qu'il y a eu des exemples, hein, comme je crois qu'en Allemagne, il y a des villes qui ont fait des grands virages à LibreOffice, où ça s'est mal passé, et après, du coup, on jette le bébé avec l'eau du bain, on fait « Ah ben regardez, l'open source, ça ne marche pas ». Ils sont revenus en arrière, etc. Donc, quand on fait des choses utilisateur final, il faut vraiment que ce soit nickel, parce qu'on a one shot, quoi. Si on se trompe, on décrédibilise toute l'initiative open source. Et donc, quand vous montez des projets, quelle gouvernance vous appliquez? Qui décide de lancer un projet et qui le finance? Alors, dans TOSIT, contrairement à une fondation, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une grande autonomie dans les fondations. Donc, c'est pas vrai ce que je dis. Donc, nous, c'est vraiment, j'ai envie de dire, complètement opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instance TOSIT qui dit oui, ça on va le faire, ça on va pas le faire. Tout ce qui est décidé au nom de TOSIT, par contre, là, est fait de manière complètement collégiale avec tous les membres, où on se consulte, on dit est-ce qu'on a envie de faire ça ou pas. Après, pour ce qui est des projets, typiquement l'exemple de Trunk Data Platform, c'est l'initiative de EDF et des GFIP, qui en parle ensuite au reste du groupe, qui décide d'embarquer ou de ne pas embarquer. Chacun est complètement libre. Mais si on prend les autres initiatives, la Maïf a fait par exemple beaucoup de logiciels open source. Il y en a quelques-uns qui ont été réutilisés par les autres. La SNCF a fait un chatbot qui s'appelle TOC. Il a été réutilisé, mais par contre, c'est un endroit où on va pouvoir en parler et prendre le temps d'en parler. Ça, c'est parce que c'est long. C'est pas les sociétés éditrices propriétaires, elles ont des équipes de marketing et de commerciaux. Nous, on ne les a pas. Donc, on en parle d'un point de vue technique avec les techniciens. Et donc, chacun est libre après de s'emparer ou pas, notamment par rapport à son propre rythme. On n'a pas tous la même vitesse, on n'est pas prêt au même moment. Donc, c'est avant tout la liberté et de juger sur pièce par le retour d'expérience des copains, quoi. Et donc, derrière, ceux qui veulent embarquer financent et les Alors, autres... J'ai pas du tout parlé du financement. Alors, la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de financement. C'est-à-dire que chacun fait avec ses fonds propres et staffe son équipe, etc. Dans la mesure où le logiciel qui est utilisé, il est déjà prêt à l'emploi.
Là où il y a une question de cofinancement, et c'est quelque chose sur lequel on arrive maintenant, je vous dis, on est parti en 2017, hein, donc 2025, on est de plus en plus dans cette logique-là. On constate qu'il y a des logiciels qui sont open source, qui sont des candidats sérieux à des logiciels propriétaires, mais la loi de Pareto, il y a 80%, il manque 20%. La question qu'on va se poser, c'est mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à développer ces 20% ensemble pour avoir un produit complet qui soit open source et puis qui soit un vrai concurrent du produit propriétaire, plutôt que de lâcher l'affaire et de lancer un énième appel d'offres. Voilà. Et donc, ces logiques-là, elles sont en œuvre. Et ça veut dire quoi, en fait, hein? Ça veut dire qu'on commence à spécifier, finalement, ce qui manque. Et on fait une sorte de co-MOA à plusieurs entreprises. Et on fait le backlog. Ben ça, non, ça peut-être c'est nice to have. Ouais, ça, on ne le fera pas. Ça, par contre, oui. Et on se met d'accord. Et on va voir les communautés. Et on leur demande qu'elles nous fassent un chiffrage pour développer ça en open source, combien ça coûterait. Et l'idée après pour nous, c'est dans Tozit, comment on fait pour cofinancer l'enveloppe. D'accord. Tozit, mais pas que Tozit. D'ailleurs, on a un groupe de travail qui a été fait avec le SIGREF. C'est-à-dire que ça a émergé en noyau dans le Tozit. Et au moment où on était mûr et on savait ce qu'on voulait, on a dit, est-ce que ça intéresse quelqu'un? D'accord. Et donc là, éventuellement, chacun va contribuer soit financièrement, soit en équipe. Exactement. Ou pas. D'ailleurs, il y en a qui peuvent aussi dire non, mais moi cette année je peux pas. Et l'idée c'est de se faire confiance et il n'y a pas d'engagement. Utiliser un produit open source, c'est déjà contribuer. Hein. Ouais. Utiliser un produit open source et en parler et faire des retours, c'est déjà contribuer. Donc il n'y a vraiment pas du tout de, comment dire, de bons membres et de mauvais membres, quoi. D'accord. Donc là, on en a rapidement parlé tout à l'heure. Vous avez cité le ministère des Armées et quelques autres. Le 10 juillet 2025, la DINUM a rejoint le Tozit. Alors la DINUM, Direction interministérielle du numérique, la DINUM a elle-même ses propres produits numériques, notamment la suite numérique. Donc comment ça se passe? Pourquoi elle vous a rejoint d'abord? Et ensuite, ça va être pour faire quoi? Est-ce que du coup, le Tozit va s'emparer aussi de la suite numérique? Alors, nous, on est ouvert à toutes les opportunités, évidemment. Donc la suite numérique, on l'a vu poindre. Et donc la direction numérique de l'État, ça faisait un moment qu'on était en contact avec eux. Le fait qu'ils soient devenus membres, c'est un peu une suite logique en fait dans la coopération. Et en plus, comme ils faisaient sortir la suite, pour pouvoir discuter de ce que fait la suite, ce que j'expliquais précédemment. Hein. Comment, à un moment, quand on veut rentrer techniquement dans les produits, il faut qu'on se parle un peu plus souvent et avec des personnes qui sont un peu plus techniques que simplement au détour d'une conférence. Donc c'était assez naturel qu'ils rentrent dedans pour qu'ils puissent parler de leurs initiatives, mais que nous, c'est pas un blanc-seing. C'est aussi pour voir comment on peut les aider, comment on peut avoir une collaboration objective avec eux, parce que c'est pas ça et rien d'autre. Il existe déjà beaucoup de suites collaboratifs qui existent déjà en open source. Donc ça fait un nouvel arrivant, à nous de juger qu'est-ce qu'il est capable de faire et est-ce que ça nous intéresse. Quelque chose auquel on est vigilant dans Tozit, évidemment, c'est en termes d'autonomie stratégique, de souveraineté numérique, etc. On se méfie des open source. Tous les open source ne se valent pas. Il y a des open source qui, quand on s'intéresse à un open source, on s'intéresse à son modèle économique, qui est derrière. Celui qui l'a créé, il l'a financé avec quel argent? Est-ce que c'est un modèle qui est déjà pérenne ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement financé par un investissement? Et donc il y a un fort risque qu'il y ait à un moment une tentative de rentabiliser l'investissement. Donc hop, refermement de licence, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller un peu tout l'écosystème pour voir qui sont les candidats et quels sont les plus pertinents par rapport à notamment ce risque-là. Alors, du coup, la question fondamentale, et la raison d'être finalement du Tozit, c'est de reprendre la main, reprendre la maîtrise du système d'information. Mais concrètement, est-ce que ça marche, si je puis dire? Est-ce qu'on arrive, grâce à vos actions, grâce à vos produits, à reprendre la main sur son système d'information? Tu peux peut-être en parler, toi, d'un point de vue data, en tout cas. Moi, d'un point de vue data, ce qui est intéressant, c'est que on arrive là à consolider au niveau du Tozit des groupes de travail aussi, et notamment des groupes de travail sur lesquels on a vraiment une bonne dynamique, c'est autour des sujets data IA en ce moment, très porteur, et surtout c'est un écosystème qui est très open source. Mais c'est là où le problème, c'est que comme tu dis, c'est au moment de la transformation digitale et autres, d'amener des produits open source comme ça à des clients finaux, internes,
alors qu'on a un équivalent sur le marché, payant peut-être, mais très performant. Là, c'est compliqué. Par contre, avec tous les retours d'expérience qu'on a, en fait, d'arriver par exemple face à un DSI ou un comité de direction et de dire oui, ok, on va prendre cette brique-là open source et pas la brique propriétaire parce qu'en fait, on a analysé le modèle économique, etc. Et en fait, en s'en sortant avec d'autres organisations, on va pouvoir le faire, on va pouvoir développer cette brique. C'est plus simple en disant j'ai derrière la DGFiP, j'ai EDF et j'ai d'autres grandes organisations qui ont décidé de faire ensemble que de se dire coucou, je suis tout seul et on ne connaît pas vraiment en fait la maturité sur le marché, même la matrice de consommation. Exactement. Il n'y a pas de Gartner de l'open source. Alors que là, au moins, on a par le TOSIT. Alors, c'est pas une fenêtre complète, mais c'est une fenêtre déjà sur pas mal d'organisations qui font. Et donc, ça permet aussi de dire aux gens, regardez, 2-3 gars des organisations, ils sont allés là-dedans. Pourquoi nous, on n'irait pas? Alors ça, c'est amusant que vous parliez d'un Gartner de l'open source parce que c'était au dernier OpenCIO Summit que j'animais. Je lui ai dit, en gros, les DSI prennent ce qui est en haut à droite du Gartner, mais on n'a qu'à créer un Gartner de l'open source. Oui. Et, voilà, comme ça, ils pourront prendre ce qui est en haut à droite. Alors, évidemment, il y a eu dernièrement un certain nombre de mésaventures pour nos amis les DSI, que ce soit le rachat de VMware par Broadcom, que ce soit les bizarreries de Trump, etc., etc. Donc la souveraineté, c'est un mot à la mode, on va dire. Oui. Est-ce que, quelque part, ça vous a aidé ou est-ce que finalement, c'est indifférent pour vous? Si tu veux, je peux donner mon exemple après. Ouais, vas-y. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je ressens, c'est souveraineté, on peut tout mettre derrière. Par contre, moi, ce que j'aime bien dire, là, je le sens, c'est un peu cette redéfinition qui commence à arriver et je le sens, la dépendance technologique. Finalement, l'open source, ça permet de minimiser les dépendances. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que si on regarde bien, les grandes fondations open source, etc., sont quand même nord-américaines. Il ne faut pas non plus pas d'un coup dire qu'on est le blanc-seing, comme dirait l'autre, de la souveraineté. Mais au moins, on est face à une communauté de développeurs internationale. On n'a pas de nationalité derrière. Alors après, il faut bien vérifier l'open core, l'open source communautaire, etc. Mais à partir de ce moment-là, quand on a en plus la chance d'avoir des organisations comme le TOSIT qui peut nous aider, là, on peut se dire qu'il peut avoir un avis intéressant d'aller maintenant plutôt chercher sur certaines briques que je considère comme fondation forte de l'open source pour minimiser ma dépendance. Par contre, on ne pourra pas tout changer dans les organisations d'open source. Par contre, moi, je pense que là, aujourd'hui, ce que ça a joué, c'est sur la dépendance technologique. Je ne sais pas pour toi, dans ton avis, mais... Ouais, je reprends les mots d'Henri Dagrin du CIGREF, qui parlait en juin de résilience numérique plutôt que souveraineté numérique. Donc, c'est de ça dont il s'agit, en fait. Je pense que ce qui s'est passé notamment avec Trump, c'est le fait que on peut avoir confiance en personne. Là où on pensait pouvoir avoir confiance en notre grand allié américain, tout d'un coup, là, boum, on a confiance en personne. Et donc, il y a une forme d'incertitude qui appartient. C'est-à-dire que maintenant, quelle que soit la solution technologique que je choisis, comment je gère l'incertitude de sa suite, en fait? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, si vous prenez Broadcom, VMware qui se fait racheter, mais en fait, ça peut arriver y compris avec les produits open source. Parce que si on prend l'exemple de Trunk Data Platform, c'est bien Hortonworks qui s'est fait racheter par Cloudera, qui a fermé le logiciel open source. Donc même un open source, il peut du jour au lendemain avoir une stratégie qui change complètement s'il est à la merci de ce type d'opération. Donc c'est cette gestion de l'incertitude et du risque qui du coup, à mon avis, a été remise sur le devant de la scène. Et du coup, ça a donné, nous, on a été plus audibles. Parce que du coup, face à cette question qui est quand même compliquée, mais comment je gère l'incertitude, ils se sont dit, ah mais c'est vrai que... il y a l'open source, et donc voilà, donc ça a redonné un petit peu d'énergie à quelque chose qui est quand même très ancien, parce que nous, ça fait longtemps qu'on le dit. Moi, je me rappelle, je faisais des présentations déjà en 2014, où je disais, les logiciels éditeurs, c'est très bien, tout le monde en est très content, mais on a un problème, c'est que de contrat en contrat, on ne maîtrise pas les prix. On ne maîtrise pas les métriques, c'est-à-dire que vous prenez des logiciels bien connus comme Oracle, je peux le citer, ils ont changé les métriques, ça a été au serveur, puis au CPU, puis après on va faire au user, ils trouvent la métrique qui les arrange et nous on est derrière à essayer de bricoler pour... voilà. Dans l'open source, ça n'arrive pas ça. Dans l'open source, le logiciel il est utilisable comme ça, n'empêche qu'il n'est pas gratuit, mais ce que vous payez, c'est la main d'œuvre pour vous aider à l'accompagner. Ou alors les contrats de support à des prix qui sont, j'ai envie de dire, fair play, quoi. Et d'ailleurs, nous, on est très vigilants quand on fait nos choix d'open source. On dit, mais ok, si vous êtes fair play, on va avoir un contrat avec vous maintenant, mais si vous faites racheter par un grand concurrent comme ça,
quelle est notre porte de sortie? Et on discute d'emblée en fait de la porte de sortie, pourtant avec des entreprises dont c'est le bébé des fois, hein, mais on ne sait pas ce qu'elles vont faire demain. Oui, non, mais comme on dit, quand on se marie, il faut penser au divorce. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos, mais n'empêche que c'est mieux. En tout cas, dans un mariage peut-être pas, mais en tout cas dans une entreprise, c'est sain. En tout cas, ouais. Voilà. Alors pour terminer, une double question autour des défis qui vous restent à relever. Alors pour commencer, les défis pour vos membres, ça va être quoi pour les prochains mois? Alors, je pense que les défis pour nos membres, ça rejoint ce qu'on a dit juste avant, hein, c'est la résilience numérique. Hein. Donc finalement, face à ce contexte qui bouge très vite et où les appétits sont décuplés et un partenaire fair play aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera demain, et ben dans toute cette masse de sujets et de solutions technologiques, c'est le choix. Qu'est-ce que je dois choisir? Et comment je pèse mon risque, hein. Alors, est-ce que effectivement aller sur un open source qui est peut-être méconnu mais performant, est-ce que je prends ce risque? Ou est-ce que je prends plutôt le risque de continuer à signer avec un propriétaire en me disant que peut-être à la prochaine échéance contractuelle, je vais me faire croquer, quoi. Alors, je pense qu'individuellement, on est tous un peu confrontés à ça. Mais toi, peut-être d'autres choses au niveau innovation. Toi, c'est peut-être un peu différent. Mais, en fait, il y a aussi le fait de montrer que l'open source, c'est aussi une grande porte d'innovation. Ouais. Et là, franchement, sur la partie IA, notamment en ce moment, IAGEN, on le voit. Sur la partie data, ça a toujours été le cas. Enfin, c'est un écosystème qui est très riche parce qu'il y a même des nouveaux modèles économiques qui se montent. Par exemple, DuckDB, en termes de base open source, il y a MotherDuck, sa fondation, qui est à côté, qui a pour but de promouvoir un logiciel payant managé, mais qui a vraiment un contrat de confiance avec DuckDB au sens le produit open source. Donc il y a même des nouveaux modèles un peu de gouvernance autour de ces produits, justement, parce que c'est le fameux sujet de fond, c'est qu'est-ce que deviennent ces produits demain. Et je pense qu'il y a aussi le fait de dire au DSI, c'est de l'innovation, c'est pas juste entre guillemets du run, et c'est surtout aussi on peut le faire ensemble. Le Make Together, je pense c'est une troisième fois qu'on doit essayer de défendre de manière générale, en fait collégiale. Et par le fait d'avoir des assos qui regroupent 23 organisations quand même qui ont un peu de taille, d'un coup déjà ça, quand on est DSI, je pense, enfin, je l'espère, d'un coup de se dire je vais là-dessus parce qu'il y en a déjà 3 ou 4 qui y vont et on a déjà une sorte d'équipe commune autour. J'espère que ça rassurera, quoi. Et donc pour terminer, après les défis pour vos membres, les défis pour le TOSIT lui-même. Le défi pour le TOSIT, c'est d'arriver à produire, j'ai envie de dire. C'est pas le TOSIT qui va produire lui-même, hein, mais c'est de donner la bonne boîte de pétri, vous voyez ce que je veux dire? La bonne boîte de pétri pour que ça se développe correctement et qu'on soit un facilitateur pour développer. Alors, il faut insister sur cette troisième voie numérique. Troisième voie numérique, pourquoi? Parce que voilà, il y a le make, je fais le logiciel, le buy, j'achète le logiciel. Et nous, on appelle ça le make together ou le faire ensemble, qui a, à mon sens, les avantages sans les inconvénients des deux autres solutions. Quand on fait ensemble, on n'a pas tout le poids du make où il faut assurer soit seul le cycle de vie pendant des années et on pense ça comme un fardeau et on réinvente la roue. Et quand on achète, on a l'incertitude du contrat, etc. Là, on construit ensemble dans quelque chose d'open source où plein de gens peuvent réutiliser le produit, ce qui a un intérêt qu'on se trompe parfois moins que quand on fait le make pour soi-même. On peut prendre des directions qui nous arrangent et qui ne sont pas forcément les bonnes solutions technologiques ou les bons choix technologiques. Là, c'est comme le pair programming, hein, d'une certaine manière. Là, on fait moins d'erreurs. Et pour le maintien en condition dans le temps, chacun va contribuer un peu, mais ce un peu plus un peu plus un peu, ça fait beaucoup et ça fait des produits robustes. Mais on va pas donner, je prenais l'exemple de Postgre, prenez l'exemple de Linux, de Postgres, prenez l'exemple de Linux, voilà, ça a fait ses preuves largement. On peut atteindre cette excellence dans tout un tas de logiciels. Et ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous remercie en tout cas d'être venu nous voir ici dans les studios de République et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, mais auparavant je vais quand même signaler qu'au prochain Disruptive Summit, donc en décembre 2025, il y aura un très gros atelier sur cette problématique de la maîtrise du système d'information grâce à l'open source et grâce au consortium. On fera un atelier un peu mixte. Voilà. Eh bien écoutez, rendez-vous en décembre à Deauville et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.